Nicolas Flamel est un bourgeois parisien qui vivait au XIVe siècle et exerçait la profession d'écrivain public. Durant son existence, il fit des legs importants à l'Église ainsi qu'à des œuvres de charité. Une fois disparu, la légende puis le mythe s'emparent de sa personne. Sa fortune aurait pour origine ses talents d'alchimiste. Le copiste connaissait ainsi le secret de la métamorphose du plomb en or. Nicolas Flamel aurait vu le jour au mi-temps du XIVe siècle dans la région parisienne à Pontoise. Sa famille aisée lui aurait permis de faire des études. C'est ainsi qu'il devint écrivain public. À cette période du Moyen-Âge, les besoins des universités, alors en plein essor, et le développement de la littérature dans la noblesse et la haute bourgeoisie avaient provoqué une forte demande de livres et entraîné la création d'ateliers de copie et d'enluminure par des laïcs dans les grandes villes, alors que cette tâche était traditionnellement réservée aux monastères. Le métier d'écrivain public est un métier fort prisé, avec l'essor des villes, le développement de l'administration royale et municipale, l'augmentation des échanges commerciaux, la multiplication des métiers et l'apparition de la bourgeoisie. Les besoins en documents de toutes sortes, accords, contrats, actes commerciaux, textes administratifs, traductions, sont allés crescendo. Durant les siècles précédents, l'usage de l'écriture était surtout réservé au pouvoir politique et religieux, et les moines étaient parmi les rares à être capables de lire et rédiger des textes, essentiellement en latin. Les moines copistes recopiaient des livres manuellement pour une petite minorité alphabétisée et aisée, et travaillaient dans un scriptorium de leur abbaye, sous le commandement d'un bibliothécaire. Au XIVe siècle, la population était encore en grande majorité analphabète. L'imprimerie n'existait pas encore et le métier d'écrivain public ou de copiste laïque était la réponse à une forte demande de documents écrits divers et variés. Le contexte de l'époque n'est pas pourtant des plus heureux. La guerre de Cent Ans vient de commencer et elle tourne à la catastrophe pour le royaume de France. La flotte française a été détruite en 1340 lors de la bataille de l'Écluse. Les chevauchés d'Édouard III et du prince noir sèment la terreur et ravagent les campagnes. La puissante chevalerie française se fait anéantir à 2 reprises à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356. Et le roi de France, Jean le Bon, a été fait prisonnier, laissant le royaume en pleine déconfiture. Comme un malheur ne vient jamais seul, l'Occident se remet à peine de l'épidémie de peste noire qui a fait environ 25 millions de victimes en 5 ans, de 1347 à 1352, tuant 30 à 50% de la population. Avec une population estimée à 200 000 habitants, Paris était alors la plus grande ville d'Europe. Elle était le siège de la cour et de l'administration royale, de l'université et un énorme centre marchand. Elle regroupait une bonne partie de la noblesse, plutôt dispendieuse, et permettait à de nombreux artisans et artistes de s'y installer et de vivre confortablement de leur métier. Mais la peste noire y fit des ravages. 50 000 à 80 000 personnes décédèrent. Avec la capture de Jean le Bon et le premier traité de Londres qui cède le tiers du territoire à l'Angleterre, le chaos s'installe dans le royaume. En 1358, la Grande Jacquerie embrase l'Île-de-France et la Picardie, et Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, tente de soulever les Parisiens et projette de livrer la ville aux Anglo-Navarrais, mais il est finalement assassiné. Malgré son immense popularité posthume, la vie de Flamel est mal documentée. Bien que la période fût troublée, son enfance semble avoir été paisible et studieuse. Ses parents décident de déménager pour s'installer dans la capitale, et en grandissant, le jeune Nicolas entre en apprentissage dans une petite échoppe de la rue des Écrivains, nommée ainsi en raison des écrivains qui venaient s'y établir. À l'époque, elle s'appelait en fait rue de la Pierre au lait, parce qu'elle débouchait sur une petite place où l'on vendait du lait, et ce n'est qu'à partir du XVe siècle qu'elle s'est appelée rue des Écrivains. Cette petite rue de l'ancien Paris médiéval a disparu en 1856 lors du percement de la rue de Rivoli. Le jeune homme doit être assez doué dans son domaine, car il finit par monter sa propre librairie dans une maison qu'il a fait construire en face de l'échoppe de ses débuts, et dans le même quartier que les autres membres de sa corporation, répartis autour de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie.
Il y installe son atelier, qu'il baptise la Fleur de Lys, et forme des copistes de manuscrits. Sa petite affaire lui permet de vivre confortablement, mais c'est surtout son mariage, vers 1355, avec dame bien plus âgée que lui, nommée Pernelle, déjà veuve de 2 précédents époux, et à la tête d'une petite fortune, qui fait de lui un bourgeois aisé. Probablement après 1368, il achète la charge de libraire juré sous le patronage de l'Université de Paris. Un libraire juré est un marchand chargé d'acheter, vendre, louer ou échanger des copies de manuscrits originaux sous la surveillance de l'université, devant laquelle il a prêté serment. La reproduction d'un ouvrage par le copiste demandait un temps prolongé, un soin minutieux et une habileté longue à acquérir. L'exactitude de la copie devait être contrôlée et une confiance totale devait être accordée aux personnes qui servaient d'intermédiaires pour la circulation de ces manuscrits, tant recherchés par les maîtres et les étudiants. Il importait aussi aux universités de garder un œil sur les différentes opérations commerciales par lesquelles ces précieux manuscrits pouvaient passer de main en main. Nicolas Flamel est un honnête travailleur qui se consacre à son métier avec passion. Son travail est apprécié et sa réputation lui permet d'avoir une riche clientèle et la protection des gentilshommes de la cour. Il en profite pour ouvrir une petite école où il apprend à lire, à écrire et à compter aux enfants de la petite bourgeoisie. Le couple mène une vie simple et heureuse. Ils s'habillent modestement, mangent dans de la vaisselle ordinaire et remplissent avec conviction leur devoir de chrétien. Un tel bonheur tranquille à l'époque est assez rare. Sans enfants, les époux Flamel financent des œuvres de charité et des constructions pieuses. Dame Pernelle décède en 1397. Les 2 époux avaient fait établir un legs mutuel de leurs biens devant notaire, et après la mort de Pernelle, Nicolas Flamel intensifia ses généreuses donations, mais il s'engagea aussi dans de juteux investissements immobiliers dans la capitale. Il fit également construire plusieurs maisons destinées à accueillir les pauvres, dont la plus connue et la seule qui existe encore de nos jours est appelée Maison de Nicolas Flamel, rue de Montmorency, et présentée comme la plus ancienne maison de Paris. Nicolas Flamel meurt le 22 mars 1418. Il est enterré à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, qui fut détruite durant la Révolution, et dont seule la tour Saint-Jacques, reconvertie alors en usine à munitions, a subsisté. Toutes les œuvres d'art disparurent et la tombe de Nicolas Flamel ne fut pas épargnée. Sa pierre tombale fut néanmoins retrouvée bien plus tard par un antiquaire. Elle servait de table de découpe à un vendeur de fruits et légumes de la rue Saint-Jacques-la-Boucherie. Elle se trouve actuellement au musée de Cluny. Alternant entre science et magie et précurseur de la chimie moderne, l'alchimie était à la mode au Moyen Âge. Si elle n'était pas enseignée dans les universités, elle n'était pas condamnée par l'Église et elle était pratiquée aussi bien par des charlatans que par de véritables savants. Apparue à Alexandrie à l'époque gréco-romaine, au début de notre ère, l'alchimie, alchimia en arabe, s'est ensuite développée dans le monde arabo-musulman, et s'est transmise à l'Occident chrétien au Moyen Âge, où elle s'est développée jusqu'à la Renaissance et au début de l'époque moderne. Les alchimistes étaient discrets et ils ne révélaient à personne le résultat de leurs travaux. D'abord pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'ils perçaient une partie des mystères de Dieu. On a vu devenir alchimistes des gens du peuple, des châtelains, des religieux, des laïcs, des hommes et des femmes, mais il fallait être initié par un maître. L'alchimie ne devait être révélée qu'à un petit nombre d'élus, et ce savoir ne devait pas tomber dans des mains indignes. Ainsi, les formules alchimiques étaient des sortes de recettes de cuisine consignées dans des manuscrits avec un langage allégorique et de nombreux symboles et illustrations incompréhensibles aux non-initiés. Nicolas Flamel était le propriétaire de plusieurs maisons. Il était connu pour sa grande générosité et déjà de son vivant, s'interrogeant sur l'origine de sa fortune, la rumeur avançait qu'il avait pu réussir le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux, principalement des métaux vils comme le plomb, en métaux nobles comme l'argent ou l'or.
La plus ancienne trace écrite de ces rumeurs concernant Nicolas Flamel se trouve dans un texte datant de la fin du XVe siècle, nommé le Livre Flamel. Une nuit de l'année 1356, Nicolas Flamel, alors âgé de 36 ans, aurait fait un rêve dans lequel un ange lui fit part de l'existence d'un vieux manuscrit recelant de grands secrets. « Flamel, regarde bien ce livre. Malgré tous tes efforts, tu n'y comprendras rien, mais un jour tu y verras ce que nul autre n'est capable de voir, lui dit l'ange. » Et quelque temps plus tard, un inconnu se présenta dans sa librairie avec un étrange grimoire. Nicolas Flamel reconnut non sans émotion le manuscrit qui lui avait été révélé par l'ange et décida de l'acheter à un bon prix à son mystérieux propriétaire. Il s'agissait d'un ouvrage de 21 pages en 3 chapitres de 7 feuillets, contenant des textes en écriture hébraïque et des symboles étranges, signés Abraham le Juif, prêtre et prince, astrologue et philosophe. Le texte explique comment produire de l'or par transmutation pour que le peuple juif puisse payer son tribut à Rome. Mais la matière première des alchimistes n'est évoquée qu'à travers des enluminures mystérieuses que Nicolas Flamel ne parvient pas à interpréter. Au bout de quelques semaines, réalisant qu'il n'arriverait nulle part, il décide de consulter un certain maître Anselme, médecin et alchimiste. Mais il ressort perplexe de ses entretiens et convaincu qu'il ne parviendra à percer les secrets de ce livre qu'en devenant lui-même alchimiste. C'est donc à partir de ce moment qu'il installe son propre laboratoire dans une pièce reculée de sa librairie pour y mener ses expériences à l'abri des regards. Pour se lancer dans ce genre de travaux, une documentation spécialisée est nécessaire, mais grâce à son métier, Nicolas Flamel peut se procurer de nombreux ouvrages alchimiques. Il construit lui-même les appareils et les outils pour mener ses expériences. C'est ainsi qu'on trouve un anator, un appareil de chauffage alimenté au bois ou à l'huile, mais jamais au charbon. À l'intérieur de l'anator, on place l'œuf philosophique, un récipient en terre cuite, en verre ou en cristal, au-dessus de la flamme sur un lit de sable ou de cendre. Un alambic permet d'effectuer des distillations et l'équipement est complété par des pinces, des soufflets, des tisonniers, des marteaux et de nombreux récipients de formes et de tailles diverses. Un miroir mobile permet de refléter la lumière du soleil ou de la lune, mais il n'y a aucun instrument capable de mesurer le temps, la température ou la pression avec précision. L'atelier est complété par un oratoire jouxtant le laboratoire, où Nicolas Flamel peut se recueillir et prier. Durant 21 ans, avec l'aide de Dame Pernelle, Nicolas Flamel étudie des manuscrits d'alchimie, mène ses expériences et s'attelle à percer les secrets du vieux grimoire, mais en vain. Ne sachant plus que faire, en 1378, sur les conseils de son épouse, il décide alors de faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, où il est certain que Dieu l'aidera à trouver des réponses à ses questions. Il laisse le manuscrit chez lui, mais il emporte des reproductions de qualité, et il se met en chemin pour un long voyage en solitaire, habillé en vêtements de pèlerin et le bourdon à la main. Parvenu à destination, il prie longuement dans la cathédrale et prend le chemin du retour, persuadé que Dieu allait intercéder en sa faveur. Et c'est précisément ce qui se passe. Lors d'une escale à Léon, il fait la rencontre d'un vieux juif converti au catholicisme et spécialiste de la Kabbale nommé Maître Kanch. Flamel lui présente les copies du manuscrit et son interlocuteur reconnaît immédiatement l'Ashmézaref ou feu purificateur du rabbi Joseph Jikatila ben Abraham, que tout le monde croyait perdu. Les deux hommes se lient d'amitié et décident de se rendre ensemble en Paris. Maître Kanch voulant plus que tout voir l'original de ses yeux. Mais, parvenu à Orléans, le vieux savant juif tombe malade. Nicolas Flamel le veille pendant 7 jours jusqu'à son dernier soupir. Mais le vieux maître lui avait livré tous les secrets dont il avait besoin pour réaliser le grand œuvre. De retour à Paris, Nicolas Flamel se remet au travail. Et il lui faudra encore 3 ans pour obtenir la matière première, mais le 17 janvier 1382, il parvient enfin à transformer une demi-livre de mercure en un argent bien meilleur que celui des mines. Le 25 avril de la même année, il parvient à transformer une même quantité de mercure en or pur, plus doux et plus pur que l'or commun. Il procède à une 3e transmutation,
Puis il arrête tout et décide de retourner à ses activités de libraire. Nicolas Flamel a atteint son objectif, découvrir les secrets cachés à la plupart des hommes et approcher Dieu. Mais l'or ne l'intéresse pas et il préfère l'utiliser pour des œuvres pieuses et charitables. Tout vient de Dieu et doit y retourner. Les époux Flamel font construire et décorer une arcade du cimetière des Innocents et financent la réfection du portail de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Après la mort de Pernelle en 1397, Nicolas Flamel poursuit ses donations et fait reconstruire le portail de l'église Sainte-Geneviève-la-Petite, élever et décorer une nouvelle arcade au cimetière des Innocents et construire plusieurs maisons destinées à accueillir les pauvres. Nicolas Flamel meurt le 22 mars 1418. Il est enterré à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Mais, en fait, les époux Flamel n'étaient pas morts. Peu de temps après avoir réussi l'œuvre blanc, c'est-à-dire produire de l'argent, et l'œuvre rouge, autrement dit à créer de l'or, Nicolas Flamel obtenait l'élixir de longue vie, dont il avait aussitôt fait bénéficier Dame Pernelle. Après un simulacre d'enterrement, il l'avait envoyée secrètement sur les bords de l'Euphrate, où il la rejoindrait plus tard. Preuve qu'il n'était pas mort, 2 siècles plus tard, explorant ces régions, un certain Paul Lucas rapportera que les 2 époux étaient toujours en vie et en parfaite santé. Les alchimistes méconnaissaient la structure moléculaire de la matière. Il a fallu attendre Lavoisier, à la fin du XVIIIe siècle, pour établir la distinction entre corps simple et corps composé, qui est à la base de la chimie moderne. C'est par la modification du noyau de l'atome d'un élément que l'on peut parvenir à obtenir un élément différent, mais cela demande une technologie moderne et de très grandes quantités d'énergie. La transmutation d'un métal en un autre était impossible avec les moyens dont disposaient les alchimistes, et surtout avec leur méthode qui faisait plus appel à la magie et à l'ésotérisme qu'à des lois scientifiques. Aussi, la probabilité que Nicolas Flamel ait réussi à produire de l'or est nulle. Il n'est pas exclu qu'il se soit intéressé à l'alchimie, au moins à travers les manuscrits qui ont pu lui passer dans les mains. Mais l'origine de sa fortune personnelle est plus à chercher du côté de son mariage avec une riche veuve, dont il a hérité après sa mort, et des judicieux investissements immobiliers qu'il a pu faire dans un Paris en pleine période de croissance urbaine. Le legs mutuel des biens des 2 époux excluait la sœur et les enfants de Pernelle, et après la mort de celle-ci, un procès éclata, que Nicolas Flamel finit par gagner. À la fin du XVIe siècle, des rumeurs avançaient que les richesses de Nicolas Flamel provenaient aussi de créances de juifs expulsés de Paris en 1394 qu'il se serait appropriées. Il aurait fait croire qu'il avait découvert la pierre philosophale pour justifier sa soudaine fortune et aurait financé ses œuvres pieuses pour se donner une bonne image. La légende de Nicolas Flamel alchimiste a été alimentée par ses fondations pieuses, bien qu'elles fussent en fait relativement modestes, par l'idée qu'un sens alchimique était caché dans les figures allégoriques des arcades qu'il avait faites construire et décorer pour le cimetière des Innocents, et aussi par le fait que, d'une façon générale, il était fréquent à l'époque qu'on attribue l'origine de la fortune de certains grands bourgeois à l'alchimie. Mais pour Didier Kahn, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'alchimie, le plus populaire des alchimistes français ne fit jamais d'alchimie. Le plus célèbre livre attribué à Nicolas Flamel qui nous soit parvenu est le livre des figures hiéroglyphiques. Daté de 1612, c'est une traduction en français d'un manuscrit médiéval rédigé en latin par Nicolas Flamel, ou du moins qui prétend l'être. S'y trouvent quelques recettes d'alchimie, la description des figures du livre d'Abraham et l'affirmation par le présumé auteur lui-même qu'il a découvert la pierre philosophale et a transformé le mercure en argent, puis en or. Ce livre connut un important succès et installa solidement dans les esprits le mythe de Nicolas Flamel alchimiste. Par la suite, des pseudos originaux en latin furent rédigés, et les éditions ultérieures du livre des figures hiéroglyphiques contenaient, en plus de leur description, les figures originales du livre d'Abraham, dont on peut se demander d'où elles pouvaient provenir, ce grimoire mystérieux n'ayant d'ailleurs jamais été retrouvé. D'autres ouvrages seront par la suite attribués à Nicolas Flamel, contribuant à alimenter le mythe, jusqu'au XIXe siècle, où il est récupéré par les occultistes et les hermétistes.
Au XXe siècle, l'imposteur et faussaire Pierre Plantard fera même de Nicolas Flamel l'un des grands maîtres du prieuré de Sion. De nos jours, Nicolas Flamel apparaît toujours dans la littérature ésotérique. Mais aussi infondée qu'elle puisse être, la légende qui s'est emparée de cet homme lui vaudra aussi d'avoir une rue à son nom à Paris, tout comme Dame Pernelle.